Aujourd'hui, je te présente une femme qui a réussi, ou bien des entrepreneurs rushent encore, honnêtement, transformer une vieille tactique en arme secrète de conversion, ce que j'adore, de communauté, de confiance aussi. Je suis avec Juliette Cadeau. C'est la fondatrice de l'agence Cadeau. C'est une agence qui est de contenu qui a accompagné plus de 150 clients, j'imagine même plus depuis, dont des géants comme Orange, Meta, même BNP. En plus d'être suivi par plus de 240 000 personnes, ce qui, je pense aussi, est un chiffre qui ne cesse de grimper. Puis quand elle écrit pas des stratégies de contenu pour les autres personnes, ben, elle écrit un livre, littéralement. Elle vient de sortir Le pouvoir des newsletters, un guide sur comment créer une infolette qui fédère, fidélise puis vend dans cet ordre-là et pas l'inverse. Donc, Juliette, bienvenue sur Effronté. Comment ça va? Merci beaucoup Geneviève pour cette belle présentation. Ouais, ça va bien et toi? Oui, ça va super bien. Je suis contente qu'on puisse jaser. Écoute, je pense que c'est on a échangé un peu en DM. C'est quand même un peu la première fois qu'on a une discussion, bon, entre gros guillemets, face à face. Donc, c'est vraiment cool parce que moi, je regarde ton contenu depuis longtemps. J'aime beaucoup ta vibe, j'aime beaucoup ton professionnalisme, les stratégies qui sont partagées. Donc, je suis contente qu'on aille un petit peu plus creux finalement aujourd'hui, puis de parler justement de l'infolettre. Je te disais en off avant de commencer que moi, c'est une stratégie qui a toujours été super proche de mon cœur. J'ai commencé en ligne avec ça, toujours dans l'objectif d'avoir plus de liberté. Tu sais, on s'entend quand tu as ce médium-là de vente aussi, tu écris un courriel, il est envoyé, surtout, bon, au début, tu génères ça, tu génères des ventes tout de suite, mais tu sais, tu es pas obligé d'être quelque part spécifiquement. C'est une façon qui est assez facile, low energy, de vendre aussi, surtout quand on compare à la vidéo, les carousels qu'il faut créer, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, tu sais, c'est énormément de coûts et c'est aussi énormément de temps et d'énergie de créer tout ce matériel-là. Donc, je suis vraiment contente qu'on puisse encore aujourd'hui parler d'infolettres. En infolettre au Québec, là, je sais qu'en France, on dit plus newsletter, mais dans tous les cas, on se comprend. Donc bref, je suis contente d'en jaser avec toi et aussi de savoir qu'on peut encore écrire des livres à ce sujet-là puis que c'est important d'en parler. Écoute, je voulais qu'on parte un petit peu sur, ton parcours avant, juste pour te placer un peu dans le temps, comprendre un petit peu pourquoi tu en es arrivée à écrire ce livre-là. Tu viens du journalisme, si je ne me trompe pas. Tu as aussi travaillé oh oui, on voit astérisque. Ouais, oui et non, en fait, j'ai un parcours un peu chaotique, pour moi Parle-moi-en. mais moi j'aime bien ça, en fait. Moi le chaos, c'est quelque chose que j'aime bien, que je chéris même, je trouve que Oh, enfin, en tout j'aime cas ça. moi je m'accomplis bien dans le chaos. En fait, je viens du journalisme de carrière, enfin et de 1 métier, mais pas d'études. C'est-à-dire qu'en fait, moi, le seul diplôme que j'ai, c'est un diplôme de stylisme modélisme, OK. que j'ai eu en 2014 et oui, la dame est vieille, Non, pour le coup, j'ai fait très peu d'études. Moi, j'ai fait que 3 ans d'études, parce que, pour te faire mon parcours même un peu avant, en fait, moi, j'ai jamais été scolaire. C'est-à-dire que j'avais des bonnes notes dans les matières que j'aimais, mais j'ai toujours été une élève sélective, donc en fait, Mmh. je ne faisais que ce que je voulais. Ça pressentait, beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, hein, finalement. Mais effectivement, en fait, moi, j'ai jamais été faite pour l'école, d'autant plus que je suis hyper active et en fait, je détestais rester, les fesses, pour rester poli, vissée sur une chaise, toute la journée et à apprendre du par cœur ou des choses qui m'intéressaient pas et en fait, j'ai eu besoin de faire de mes mains, et donc en fait, j'ai tenté des études de droit, donc ah oui, me demande pas pourquoi, mais j'hésitais entre le droit et la mode, rien à voir les Vraiment similaire, tu sais. complètement. Donc j'hésitais entre les 2. J'ai fait une première année de droit qui était extrêmement intéressante, mais j'avais pas la logique parce que c'est une vraie logique, hein, le droit. C'est presque mathématique, comme logique et donc moi et les maths, on n'est vraiment pas copains du tout et donc en fait, OK. j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai pas je j'a j'avais pas, chopé le truc et donc je suis partie en stylisme et en fait, j'avais vraiment besoin de faire de mes mains et en fait, j'ai jamais projeté de devenir styliste non plus. C'est juste qu'en fait, à l'instant T, je ne savais pas quoi faire comme étude. J'avais des parents qui voulaient que j'ai un diplôme et en fait, j'ai fait: «Bon, bah, vas-y, je vais faire ça». Mais en fait, j'avais pas projeté parce que le monde de la mode ne m'intéressait pas plus que ça. Dans tout ce qui peut avoir C'est alors quelque chose de passion quand même quand tu penses, cette ouais, industrie-là, tu sais, si tu moi, j'avais continues besoin de là-dedans, ouais, mais moi, j'avais besoin ouais. de m'exprimer, en fait et la manière dont je m'exprimais le mieux, c'était avec les vêtements. C'était vraiment, là où je m'exprimais le mieux parce que j'ai testé plein d'autres choses en art et cetera, mais c'était là où j'y arrivais le plus, en fait et en fait, ce qui s'est passé, c'est que,
j'ai une de mes je lisais beaucoup un magazine à l'époque qui s'appelle, mademoiselle.com qui s'appelait parce que maintenant, il est en état de mort cérébrale. Oui, Fabrice, il était sur le podcast récemment. Ah voilà, du coup, bon, on se connaît bien, hein, et en fait, Oui. il s'avère que, une de mes, super copines, m'envoie, moi j'étais une très, très grande fan, j'étais tous les jours, je lisais Mademoiselle, mais bizarrement, j'avais pas vu passer l'offre d'emploi. Ma copine m'envoie: «Est-ce que tu as vu ça?» Et en fait, Mademoiselle qui recrutait un rédacteur, mode, donc un journaliste mode et en fait, dans le profil, c'était soit un styliste qui aimait écrire, soit un journaliste qui aimait la mode et en fait, moi, j'étais dans la 1re catégorie parce qu'en fait, l'écriture a toujours fait partie de moi, et en fait, c'est qu'il y a franchement, c'est il y a pas très longtemps que j'ai compris que savoir écrire était une vraie compétence parce que pour moi, c'était tellement naturel, Mmh. d'écrire. Écrire, c'était respirer pour moi, en fait. J'ai toujours écrit depuis que je suis gamine, j'écrivais des histoires, des trucs comme ça et cetera et en fait, c'était tellement naturel que je me disais: «Bah, oui, non, mais tout le monde sait écrire, en fait. Bah, oui, c'est pas une compétence plus que ça», tu vois? Et donc j'ai postulé et puis ça s'est très bien passé avec Fab notamment et puis donc je suis rentrée dans cette entreprise, dans ce magazine et j'y suis restée 3 ans et en fait après j'ai bifurqué vers la communication parce que je cherchais un poste. Je voulais continuer d'être journaliste, hein, très honnêtement, mais il y a un mais, c'est qu'en fait, j'ai toujours quand même voulu bien gagner ma vie, hein, parce que voilà, pas là pour souffrir et il s'avère que quand même le journalisme, c'est pas réputé pour être un endroit dans lequel tu t'enrichis. Donc j'étais un peu en mode: «Bon, ouais, je» et puis tu vois, j'avais aussi ce truc Geneviève de, je sais que, je suis pas exactement à la place. Je sais il y a un truc qui Mmh. manque, hein, la mode, c'était ça, le journalisme, c'était ça, c'est cool, mais il y a un truc je suis pas à l'exacte bonne place et du coup, en fait, j'ai postulé, dans différentes rédactions, et il y avait pas de place, il y avait que des piges. J'étais pas prête à être pigiste, donc pour ceux qui savent pas, pigistes, en fait, ce sont les des journalistes indépendants qui, en fait, vont être payés à l'article écrit et dans certaines rédactions, c'est des clopinettes, hein, clairement. Donc très difficile de se dégager ne serait-ce qu'un SMIC, hein, par exemple et Mmh. donc pour les auditeurs, québécois, le SMIC en France, c'est à peu près 1 200 € par mois. Qui est étant le salaire minimum, oui. Exactement, ouais Mais et merci pour le chiffre parce que j'avais pas la data, effectivement, ouais, c'était donc 1 200 € par mois? ouais. Non. Ah si, si, Tu en habites dans vivant une boîte? en vivant à Paris. C'est ça, j'allais dire, tu habites dans une boîte à Paris, là, c'est sûr, là? Ah non, mais c'était et donc j'étais pas prête à faire ça et en fait, je suis entrée dans un autre grand groupe média français et pour le coup, en fait, mais pas du côté, journaliste, du côté, en fait bah, du coup, donc je suis rentrée dans ce groupe média, mais du côté agence de communication et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert la com, et j'ai appris sur le tas et donc en fait, après 2 ans après être, restée dans cette agence, je me suis fait remercier avec un classique, contexte de rachat de l'entreprise, Mmh. et du coup, dans ces cas-là, quand tu as un contexte de rachat, bah, tu as des nouvelles équipes dirigeantes qui arrivent et qui veulent Au façonner en ménage. voilà, exactement. Donc j'ai fait partie de la poussière qui a été, déblayée, mais Mmh. après ça a été assez dur parce qu'ils l'ont vraiment fait de manière, pas très regardante, sur mon bien-être et cetera. Mais en fait, ce qui a été le co co à chaque chose malheur est bon parce qu'en fait, comme ils l'ont fait un peu du jour au lendemain, j'ai pas eu le temps de chercher un autre job salarié. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas grandi dans un secteur entrepreneurial. Je voulais entreprendre, mais pour moi, entreprendre, c'était, inventer quelque chose. Et comme je trouvais pas la bonne idée qui me permettrait d'avoir le prétexte pour entreprendre, bah, en fait, je repoussais sans cesse, c'était peut-être aussi un manque de courage, hein, très honnêtement. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir le coup de pied aux fesses, quoi et donc je me suis lancée en freelance et donc j'ai fait presque, 4 ans, de freelance avant de lancer l'agence qui aura 3 ans en octobre. Comment est-ce que la newsletter spécifiquement a fait sa place? Parce qu'on voit vraiment ton parcours au niveau de la rédaction. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir pour toi, qu'est-ce qui fait que quelqu'un l'a ou l'a pas potentiellement en rédaction ou à la base l'a de façon naturellement? C'est quoi un bon rédacteur naturellement? Mais comment est-ce que rendu là ensuite la newsletter a fait sa place? Parce que c'est pas que de la rédaction, c'est aussi du marketing, c'est de la vente, c'est tout l'aspect communautaire ou en tout cas de créer cette communauté-là aussi. Donc, comment est-ce que ça a fait sa place finalement dans ta vie après?
Déjà des newsletters sur les clients, j'en avais géré quelques-unes, hein, quand j'étais, OK. salariée, puis même après en freelance et cetera. C'était un pan qu'on développait aussi en interne pour les entreprises, via du nurturing ou ce genre de choses, hein, notamment quand j'ai fait ma mission avec BNP, Real Estate. Mais la mienne, ça a été mon deuxième canal de communication. Parce que j'ai d'abord lancé LinkedIn en janvier 2022 et en fait, la newsletter est née après en septembre 2022. C'était mon deuxième canal après LinkedIn, parce que pour moi, en fait, il y avait 2 choses. Il y avait d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire de pas dépendre d'un seul canal, premièrement. Ensuite, de pas dépendre d'un canal sur lequel l'algorithme change souvent Mmh. et comme on dit souvent, les réseaux sociaux, tu n'es pas propriétaire de ton audience, tu es locataire. C'est-à-dire que demain, tu te fais pirater ton compte, tu te fais bannir pour X ou Y raison ou le réseau social cesse d'exister, tu perds tout. Alors qu'une liste email, tu ne peux pas la perdre, à moins que toi-même tu supprimes tous tes Excel et cetera. Tu es pas censé la perdre, en fait et donc tu es propriétaire de cette audience-là, avec bien sûr les personnes consentantes pour recevoir les missives, hein, évidemment. Mais donc c'était la première chose et aussi et bah, c'est parce qu'en fait, moi, ça m'a permis de garder mon côté journalistique. L'écriture longue est quand même, sont quand même mes premières amours, en fait, hein. Moi, tu vois, quand tu écris des histoires, c'est quand même des trucs un peu longs, donc quand j'étais gamine, c'était ça. Après, quand tu es journaliste, bah, tu écris évidemment beaucoup plus longtemps. Donc en fait, c'était un retour un peu naturel pour moi, au côté un peu plus journalistique, en fait. Donc c'est pour ça aussi que ça s'est imposé à moi, là-dessus et puis en plus, faut savoir que moi, j'ai fait un long, chemin, là-dessus, mais moi je me considère toujours comme une femme de l'ombre. Moi, les réseaux sociaux sont des moyens et pas une fin. Donc en fait, en plus, quand je me suis lancée sur LinkedIn, il faut savoir que de janvier jusqu'à décembre 2022, je n'ai pas posté une seule photo de moi sur LinkedIn. C'était Incroyable, que quand des même. carrousels, des infographies, tout ce que tu veux. Je n'illustrais avec zéro photo de moi, on ne me voyait jamais et en fait, parce que j'ai un problème avec mon image, hein, comme beaucoup de personnes et donc en fait, j'étais pas prête, à me lancer sur TikTok ou sur Insta. C'était pas possible, en fait, de me montrer en vidéo ou autre, en fait. Donc ça s'est imposé, ça a été très naturel, en fait. Deuxième canal, pof, newsletter directement. Puis tu as parlé aussi tu as parlé de des textes longs, finalement. Mmh. Je sais pas pour quel type de client tu as travaillé préalablement dans l'autre agence ou même à ce moment, mais il y a quand on reçoit des infolettes, des newsletters de certains types d'entreprises, c'est pas du tout la même chose, tout dépendant s'ils vendent des produits physiques, s'ils vendent des produits d'information. D'un côté, on a, vraiment des promotions, souvent. Tu sais, je pense à, je suis abonnée, entre autres, à Knix, qui est une brand des Mmh. culottes menstruelles ou genre, Tissot Inspire. Bon, ça, c'est juste de la lingerie, finalement, mes affaires. Mais bref, qui envoient énormément de courriels, justement, une nouvelle promo, le nouveau modèle, la nouvelle couleur, blablabla. Fait que c'est pas vrai, on n'est pas dans la rédaction d'histoire, on n'est pas dans la rédaction, on n'amène pas nécessairement de la valeur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le font pas sur d'autres plateformes, mais au niveau de la newsletter, c'est vraiment promotionnel. Tandis que, heu, au niveau de l'infoprenariat, c'est beaucoup plus c'est long, tu sais. Il y a différents formats. Pendant des années, personnellement, moi, ça a été une espèce de résumé des nouveaux épisodes de podcast qui allaient sortir. C'était pas nécessairement mes meilleurs textes, on s'entend, c'était des textes qui étaient recyclés, qui étaient utilisés ailleurs. Mais à partir du moment où on change pour le texte long, on voit souvent, cette meilleure connexion-là aussi avec l'audience. Selon toi, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui en termes de vente? Parce que l'objectif, c'est sûr, on aime ça. Je suis comme toi, je suis dans la même team que toi. J'aime ça écrire des textes longs, mais au final, on veut en faire une entreprise. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser une newsletter quand on aime ça écrire des textes longs, mais que ben, c'est pas le produit, tu sais? Alors pour le coup, moi je suis, on le voit souvent dans ma communication, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. C'est qu'en fait, il faut apporter un peu de pragmatisme à tout ça et moi ce que je dis souvent, c'est que tous les contenus ne doivent pas être faits pour vendre absolument. C'est-à-dire que, chaque contenu peut être un maillon d'une chaîne, mais c'est pas peut, c'est doit être le maillon d'une chaîne qui in fine va vendre en fait. Parce que la newsletter pour le coup où je vais, on va reparler de ce que tu disais sur les formats, des entreprises ou de l'infopreneuriat. Pour moi, c'est aussi pour ça que le format newsletter a été considéré comme un peu ringard pendant un moment. C'est parce qu'en fait, les entreprises les utilisent très mal généralement. On a, des newsletters qui sont en fait des prospectus, tout simplement, Ouais. avec, des promotions et cetera et en fait, moi, tu vois, dans mon livre, c'est exactement ce que j'aborde au démarrage, c'est qu'en fait, il y a différents types de mails. Il y a les mails promotionnels
et il y a les newsletters. Les 2 en fait, doivent être décorrélés. Les mails promotionnels sont faits effectivement pour servir un peu de prospectus, pour être plus agressifs. Là où en fait, la newsletter si on compare avec du format papier, les mails promotionnels sont un prospectus qu'on glisse dans la boîte aux lettres de nos prospects ou de nos clients potentiels et la newsletter est un magazine. C'est là où, en fait, pour moi, il faut faire la différence et un magazine, en fait, n'est pas censé vendre directement, mais c'est un support, en fait, qui va créer plutôt soit si on est dans un système de personal branding, de créer une personal brand beaucoup plus forte, Mmh. soit plutôt, pour une entreprise, bah, de raconter l'histoire de l'entreprise, en fait et donc de créer cet effet de média. Je parle, par exemple, si on a beaucoup d'entreprises qui ont commencé à se transformer en médias, c'est le cas de Shine, la banque en ce moment. On a aussi Back Market, si je peux citer des exemples français et aussi on a Welcome to the Jungle aussi, qui est, qui est le site heu, de recherche d'emploi et en fait, ils ont créé en fait, finalement, une newsletter, c'est un peu comme si vous aviez un blog, mais qui est réservé à des initiés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un blog privé, votre newsletter. Au lieu de tomber dessus en allant sur votre site internet ou en tapant, les mots-clés sur Google ou sur Bing, parce qu'apparemment vous pouvez pour les Certaines personnes utilisent pour Bing les peut-être. 3 personnes qui utilisent Bing, Elles sont à peu près 3. ne les oublions pas, et en fait, tu vois, pour le coup, la newsletter, c'est comme un blog, mais que je vais partager directement, en fait, à un cercle fermé, une communauté, comme tu le disais très bien. Et donc, en fait, pour moi, il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que, la newsletter n'est pas censée être, en fait, autre chose qu'un média. Et donc un média, par définition, il va moins vendre, il va plutôt servir un branding, qu'il soit personnel ou de marque, plutôt qu'en fait, aller, chercher encore un acte de vente. Dans ces cas-là et pour répondre à ta question courte, réponse longue, mais pour répondre à ta question, moi, je dirais plutôt se servir de la newsletter comme un effet de levier. Donc proposer énormément de valeur dans la newsletter, ce qui fait qu'en fait, en s'abonnant à la newsletter, les gens ont envie, en fait, de potentiellement en savoir plus sur toi et donc tu peux faire entrer une séquence mail promotionnelle derrière. Et donc en Mmh. fait, cette liste email que tu as récoltée via ta newsletter pour en fait aller chercher un petit peu plus, tes prospects, tes lecteurs via une séquence mail. On sait aussi que les taux de conversion en vente, souvent par email, sont largement meilleurs qu'au niveau des médias sociaux. L'algorithme, fouille-moi, la raison pour laquelle les gens n'ont pas vu, l'attention span aussi, on scroll, on n'est pas nécessairement en train de regarder. Tandis que quand on ouvre un email, on est beaucoup plus intentionnel dans qu'est-ce qu'on est en train de consommer, tu sais. Tout ça étant dit, pour se rendre à ouvrir l'email, il faut s'inscrire, right? Pour se rendre dans cette communauté privée-là. Fait qu'il y a plusieurs étapes. C'est plus complexe d'accéder à ce contenu-là que Mmh. d'accéder au contenu de quelqu'un qui poste sur LinkedIn de façon gratuite, de façon publique. Même Tu en chose as sur Instagram, YouTube, you name it. Donc, au final, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont se dire: «Ben, j'ai pas envie de créer des étapes supplémentaires, j'ai envie de créer du contenu puis qu'il soit disponible à un maximum de personnes au lieu de que ça soit un nombre restreint». Puis en plus, c'est des gens qu'il va falloir que j'ai convainque first de s'inscrire. Fait que tu sais, il y a beaucoup plus d'étapes. Mais c'est aussi parce que, et ça va aussi avec ma com, c'est qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est le mail, est un vecteur. C'est de la logique, hein, et pourtant je suis pas une matheuse, hein, mais si le mail, est un vecteur de vente beaucoup plus important parce que les gens sont beaucoup plus intentionnels quand ils l'ouvrent, c'est parce qu'avant, en fait, on les a convaincus de pouvoir les recevoir. Donc Fair enough. il y a un travail de réchauffement, en fait, de cette cible et qui va être difficile. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est quelque chose que sur lequel contre lequel je me bats, oui, je vais le dire comme ça. C'est qu'en fait, les gens ne nous doivent rien et Effectivement. encore moins leur argent. C'est-à-dire que c'est à nous, en fait, de les convaincre. Ce n'est pas facile, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, le marketing, ce n'est pas facile, la communication, ce n'est pas facile, encore moins en ce moment et en fait, il y a pas de hack. Moi, c'est, autre chose contre lequel je me bats. Aujourd'hui, les gens qui vous vendent des hacks pour aller plus vite, pour vous dire: «Oui, je te fais, je te fais prends» moi, j'avais reçu un DM sur Instagram, alors attention, le mec me parlait de 8 000 prospects par mois, hein. Je Oh wow! Oh, c'est toute une promesse ça là. Je l'ai envoyé à mon commercial, j'ai dit: «Prends-en de la graine». Rien de moins. C'est devenu le standard. Ah non, mais vraiment, enfin et en fait, faut pas oublier que et du coup, ça fait des dégâts sur la vision qu'on a du marketing aujourd'hui, mais je trouve que ces promesses-là, n'oubliez pas qu'en fait, les gens vous rendent ça facile parce qu'en fait, ils veulent vous vendre leur solution. Mais
ça bousille un petit peu la vision qu'on en a aujourd'hui. C'est qu'en fait, non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de retenir l'attention des gens. N'oublions pas que on est dans une période économique assez compliquée. C'est Absolument. difficile aussi de, faire sortir leur argent aux gens et c'est normal. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est: «Est-ce que vous, vous achetez en n'ayant aucune confiance en la personne?» C'est impossible. Même pas que c'est impossible, mais je veux dire, ça arrive, mais tu vas faire la plupart du temps, les gens font leurs propres Ouais, recherches, même pour une compagnie qui vient juste de te targeter sur ouais, Instagram, tu vas ouais. aller regarder les reviews, tu sais? Voilà, ou alors c'est juste un achat, compulsif. Voilà, des rouges à lèvres à 4 €, bon, bah, voilà, effectivement, ça va. Mais quand on est dans le B2B et qu'on Ouais, vend des prestations qui sont à minima à plusieurs centaines d'euros, on va pas en fait, lâcher la absolument. carte bleue comme ça. Donc en fait, c'est ça aussi qui est important à remettre, là-dessus, c'est que la confiance, ça se gagne. Et donc en fait, toutes ces étapes sont obligatoires, là-dessus, hein, c'est d'ailleurs, c'est même en si on prend plus largement et pas que la newsletter, pourquoi des grandes marques font des campagnes de pub qui ne semblent pas vendre directement? Pourquoi? Awareness. Voilà, exactement. Mais on oublie, hein. En fait, moi, c'est un truc, contre lequel je me bats encore, j'ai beaucoup de combats, c'est qu'en fait, en étant Ah ouais, Jeanne d'Arc. en tant que en plus, je viens de la ville où elle est Pour décédée. vrai? Ouais, M'en dis ouais, pas. ouais, ouais. C'est quoi la chance? Et du coup, en fait, non, pour le coup, tu vois, c'est un truc qui est important de noter, c'est qu'en fait, je trouve que les petites entreprises se traitent trop comme des petites entreprises. Il faut aussi se traiter Mmh. comme une entreprise. Pourquoi l'awareness serait uniquement réservé aux grandes entreprises? Attends, bah, par contre, j'ai un astérisque par rapport à ça, dans le sens où les grandes entreprises qui ont déjà des budgets puis des revenus qui rentrent de façon stable mensuellement peuvent se permettre aussi d'investir, parce que c'est un investissement à date point, dans tout ce qui est awareness puis trust. On a tous besoin de le faire, mais peut-être à un niveau qui est un petit peu plus intense, puis on aimerait ça, copier ça, mais et si on veut vraiment payer nos factures, peut-être c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce que tu vois ça? Je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où en fait, moi, c'est un truc que j'ai souvent, c'est que dans la communication, c'est soit tu as du temps, soit tu as de l'argent. Si tu as pas d'argent, tu dis: Oui. Donc en fait, le trust, tu peux l'avoir via cette newsletter justement. En fait, Oui. ça peut être ton actif de confiance. Là où pareil, en fait, tu peux avoir, ton actif d'awareness LinkedIn, actif de confiance la newsletter, actif de vente les ads. Je trouve ça intéressant parce que c'est là où c'est que je m'en allais ben, ish avec toi, c'est est-ce qu'au final, quand tu penses à le tunnel d'acquisition du consommateur, disons, de je le connais pas pantoute à j'achète et je sors ma carte, est-ce que selon toi, ça devrait être à la base, à l'essentiel, les médias sociaux servent spécifiquement comme call to action à envoyer vers ton infolette, qui est ton endroit où tu vas plus convertir et vendre. Puis ensuite de ça, ben là, après, éventuellement, ben, les gens achètent puis ils deviennent des consommateurs. Mais est-ce que à la base, tu focuserais, si tu étais pour recommencer, sur ce canal-là ou ces étapes-là, finalement, ces paliers-là pour convertir tes clients? Ou est-ce que tu garderais toujours de la vente publique, disons, au niveau des médias sociaux? Ah non, moi je garderai toujours la vente publique. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est de jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mmh. Tu aucun spécialiste de l'investissement financier qui va dire: «Oui, oui, tu mets tout ton argent sur cette action». Donc Oui. pourquoi on fera la même chose sur notre communication? Tu vois? Mmh. Avoir à la fois, les médias sociaux, les newsletters, les ads, et même un podcast aussi. Tout ça, en fait, permet d'atteindre différents niveaux, en fait, tu vois? Parce que toi aussi, Geneviève, avec ton podcast, je suis sûre que c'est le côté confiance aussi qui fait que, Oui, 100. au-delà de la passion, tu vois? Il y a au-delà du plaisir que toi tu y prends, il y a aussi le fait que c'est un média à la fois d'awareness et de trust pour ton audience, finalement. Définitivement, tu sais, je pense que ça illustre mieux la voix. C'est sûr que j'ai un style écrit très spécifique et je suis, comme je te disais tantôt, je suis dans la même team où mes infolettes sont longues, là. Je fais pas des 500 mots, là, je fais des 1200, 1500, puis j'aime ça écrire des géants romans, mais je fais pas juste, je raconte pas ma vie, tu sais. Je parle d'un certain concept, je vais expliquer les apprentissages que j'ai faits. C'est pas que, c'est ça, c'est pas qu'un journal finalement. Mais je me pose la question, pourquoi est-ce que tu as choisi la newsletter comme sujet de ton premier livre, si je ne me trompe pas, il y en a pas d'autres, alors que tu aurais pu écrire sur le contenu en général? C'est pas la seule stratégie que tu utilises non plus, tu l'as mentionné. Le personal branding, la stratégie d'acquisition. Pourquoi la newsletter est important? On sait pour toi spécifiquement dans tes intérêts, mais au niveau de ton positionnement, I guess. C'est une commande. Pour être tout à fait franche avec toi, c'est la maison d'édition qui me l'a proposé.
Moi, c'est l'éditrice qui est venue me voir, directement, sur LinkedIn et qui m'a dit: «On voudrait créer un livre sur les newsletters, on aimerait, vous le confier» et cetera. Donc c'est avant tout ça et pourquoi je l'ai accepté? Bah, parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait pas assez, en fait, d'ouvrages dessus. J'ai trouvé également que, bah, qu'en fait, on était en train justement d'en faire un parent pauvre de la communication, alors que c'est un des plus puissants et parce que Ah, attends, explique-moi qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, on à cause de toutes ces entreprises qui utilisent mal la newsletter, tout le monde se disait: «Ouais, non, mais newsletter, ça marche plus, ça sert à rien», et en fait, c'est parce que comme je te disais, pour moi, il y a trop d'entreprises qui, en fait, l'utilisent comme un prospectus et aujourd'hui, on est en train d'en faire un peu, bah, la bête blessée des actions marketing qu'on laisse de côté, qu'on laisse mourir. Surtout en France, hein, pour le coup. Je sais que vous, au Québec et plus largement au Canada, vu que vous avez, l'influence américaine, même si en ce moment on est un peu moins fan. Ouais, on essaie de s'en détacher un petit peu, on les connaît pas, là, on regarde pas. Ouais, non, mais bon, on est en fin de on a fini ensemble, hein, maintenant. Heu, mais du coup, en fait, tu vois, je sais qu'en fait, en Amérique du Nord, en tout cas, ça n'a jamais trop perdu de sa noblesse parce que via les Substack, les Beehive et cetera. Mmh. Nous, en France, il y a eu un gros déclin de la newsletter. Il y a une reprise aujourd'hui parce que, l'Europe, généralement, et surtout les pays qui sont, très bah, les pays très occidentaux, hein, s'inspirent aussi de ce qui se passe aussi, en Amérique du Nord et reprennent ensuite les trends, hein. Là-dessus, c'est la seule chose qu'on vous accordera. Les Français chauvins. Non, mais pour le coup, voilà, non, en vrai, c'est aussi que, nous, en France, ça a vraiment beaucoup perdu, en fait, de sa superbe pendant un moment parce que c'était considéré comme, un canal inutile, un canal vieillissant et donc en Mmh. fait, c'est pour ça que j'ai accepté aussi le sujet parce que je me suis dit: «En fait, moi, j'ai envie de redonner ces lettres de noblesse à ce format qu'on oublie un peu trop». Alors qu'il est en train de refaire une grande remontada comme on dit, hein, parce qu'avec, avec avec, tous les personal branding et cetera, beaucoup des personnes qui le développent ont une newsletter, en plus de leurs, réseaux sociaux. Donc en fait, autant se placer dessus directement. Donc voilà pourquoi j'ai accepté, ce projet. Sais-tu ce que je trouve vraiment intéressant? Tu sais, genre, j'ai fait beaucoup de collaborations à travers le bundle catching, à travers des différentes collaborations que j'ai faites à travers les années, tu sais. Puis, au final, à travers catching, c'est 65 personnes avec qui j'ai collaboré différemment. What's next, on était 30 cette année. Bon, il y avait des gens qui c'était des anciens, des OG, mais dans tous les cas, entre toi puis moi, les gens qui performent le mieux, c'est toujours ceux qui prennent soin de leur infolette puis qui vendent via l'infolette. Tu peux avoir là, la plus grosse audience sur Instagram. Je pense que la plus grosse que j'ai eue, c'était 260 000 personnes Wow. de collaborateurs. Puis tu te dis: «Ah cool, tu sais, cette personne-là va avoir énormément de trafic». Pas nécessairement, honnêtement. Les petits, souvent, qui ont une relation super close avec leur liste, sont capables d'envoyer plus de clics, sont capables de mieux performer aussi en termes de vente aussi. Ouais, C'est pas puis parce que tu fais une mention dans tes stories avec un sticker que les gens vont cliquer, là. Tu sais, je veux ouais, dire, le nombre de personnes qui voient tes stories, le nombre de personnes qui cliquent sur le lien, le nombre de personnes qui se rendent à s'inscrire, il y en a pas mal des étapes. Au niveau du email, c'est toujours plus performant. Fait que je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord avec tout le monde que c'est une stratégie qui est vieille. Est-ce que c'est une stratégie qui a cessé d'être efficace? J Jamais, je pense. Puis tu sais, je veux dire, je fais de la business en ligne depuis 2012, là. Puis ça, j'étais même pas j'étais dans j ça fait longtemps en 2012 en termes d'internet, là, c'est préhistorique, mais c'était vraiment jeune par rapport à ça fait combien de temps que les gens font du email marketing, là, tu sais? bien sûr. C'est vieux comme le monde. C'était une des premières, c'était avec l'arrivée d'internet, avec la démocratisation d'internet, c'était une des premières actions marketing, c'était via l'email. Après la poste, il y a eu ça, là. Et voilà, n'oublions pas les réseaux sociaux, allez, LinkedIn a été lancé en 2004, mais c'était une CVTech. Facebook a été lancé à peu près au même moment, mais ça a été démocratisé. Nous, en France, on a commencé à l'utiliser vers 2007, un truc comme ça et à l'époque, c'était Mmh, une utilisation uniquement de consommateurs. Il y avait pas de publicité dessus. effectivement. Non, on était à peu près tous au secondaire à 17 ans, en train de mettre nos photos de balles, puis genre liker des pages de genre: «Ah, toi aussi tu aimes la genre le pain chaud». Toi aussi, tu aimes les pique-niques dans les parcs? Ah, la belle époque. Tout était simple. Mais je me demande, tu sais, on sait que c'est bon, une vieille technique et tout. En termes de nouvelle génération, comment est-ce que les gens consomment leur contenu? Parce que je me demande, est-ce que c'est un médium, une plateforme qui est entretenue
par la dernière génération des millennials, puis qu'ensuite les gens consomment moins leur email, ou est-ce que ça va juste évoluer? Mais tu sais, dans le sens, le email peut est-ce que le email peut être remplacé par un autre format, en fait? Is the thing, même pour les générations qui s'en viennent? As-tu une opinion là-dessus? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un peu de tout, mais moi, je l'ai observé il y a quand même un effet générationnel aussi. Moi, je l'ai observé sur une des clientes qu'on accompagne, et qui a justement, plus de 150 000, abonnés, sur Instagram et qui avait une newsletter, mais qu'elle utilisait pas trop, elle avait la flemme, elle payait très cher son abonnement Mailchimp pour pas grand chose et cetera. Donc elle avait, commencé à avoir une espèce d'aversion pour, Mmh. pour ce format-là et je lui ai dit: «Pourquoi tu te mets pas sur Substack?» Et elle s'est mise sur Substack. Et il faut savoir que, elle a, fêté il y a pas longtemps ses 46 ans ou 47 ans, je ne sais plus. Et en fait, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de retours sur Substack. C'est-à-dire que OK, attends. Je vais juste faire une parenthèse sur Substack avant que tu ailles plus loin parce que je veux mieux comprendre ça. Parce que ma compréhension premièrement, en tant que personne qui aime beaucoup ces statistiques, puis ces tags, puis ces automatisations, puis tu sais, je suis vraiment anal dans comment est-ce que je gère mes automatisations, puis mes welcome emails, puis genre ma segmentation dans ma je me dis: «Substack, c'est bien trop beginner pour moi». Puis aussi, est-ce que, puis ça, c'est vraiment par manque d'information, est-ce que par définition, une liste Substack est payant ou si tu peux en avoir gratuit? non, c'est complètement gratuit. En fait, Substack Non, mais pour les abonnés, là. ah oui, oui, mais ça, OK, 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 c'est bon. en fait, c'est le créateur qui choisit. OK, OK. Tu as des créateurs qui vont choisir de faire des newsletters payantes et d'autres qui vont choisir d'en faire des complètement gratuites. Et en fait, pour t'expliquer, Substack, c'est plus un outil de newsletter et de blog que c'est un outil de mailing. C'est ça la vraie différence. C'est pas un outil d'automatisation, c'est pas en fait, il y a pas de possibilité de segmenter. Il y a pas de possibilité, voilà, de faire, des à part le mail de bienvenue que tu peux configurer, il y a pas de possibilité de faire, des mails, je sais pas, même si tu veux faire de l'ultra personnalisé, les mails pour les anniversaires de chaque membre et cetera. Voilà, ce genre de choses, hein, qui sont très utilisées dans le commerce B2C. Hem, parce que c'est pas l'outil qui est fait pour ça. En fait, Substack, a un autre avantage qu'on va retenir là-dessus, c'est qu'en fait, Substack permet aussi d'avoir cet outil de blogging et donc en fait, Substack va se substituer à ton blog, où en fait, il est aussi référencé sur les moteurs de recherche. Là où Parce que ça crée des pages publiques en plus des emails. exactement. Got it. En fait, Substack, tu as 2 choix quand tu es consommateur. Soit tu aimes donner ton adresse mail et tu veux recevoir directement dans ton mail, donc dans ces cas-là, tu vas le donner sur la page, d'accueil de la personne, enfin du Substack en question. Soit tu vas cliquer sur «No thanks» et dans ces cas-là, tu vas pouvoir voir si évidemment le créateur n'a pas bloqué la possibilité de voir en ligne ses anciens numéros. Tu peux le voir. Moi, par exemple, tout est ouvert. Moi, ma newsletter, c'est un média. Avant d'être un vecteur de vente, c'est avant tout un média et en fait, tu peux voir tout même mes newsletters d'il y a 3 ans. Mmh. Et en fait, tu vois, donc ça, en fait, il va se substituer à un blog là où en fait, tu vois, moi je dis souvent, toute chose a des qualités, les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et donc évidemment, bah, la qualité qu'on a là derrière, c'est que ça remplace un blog, ou en tout cas ça se substitue si tu peux en avoir, plusieurs, hein, évidemment. Soit ça te mais du coup le prix à payer pour ça, c'est que tu ne peux pas effectivement segmenter tes emails et cetera parce que l'outil n'est pas fait pour ça. Right. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir un blog encore en 2025? Dans le sens Ouais, où en termes de contenu consommé aussi, bah, on a vu tellement dans les 2 dernières années, là, la vidéo, la vidéo, la vidéo, puis là, à un moment donné, puis tu te dis: «Ah oui, non, mais je vais prendre le temps de lire un article de 1 500 mots qui parle de la vie personnelle justement. de quelqu'un». C'est là où je voulais t'amener sur, cette cliente dont je te La parlais. cliente, oui. Elle s'est lancée sur Substack. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir autant de résultats. C'est-à-dire qu'en fait, elle a, sur Substack, on peut liker, hein, il y a aussi un côté où Substack commence à un peu parfois se transformer aussi en réseau social, c'est dans les Ouais. plans, j'ai l'impression. Hem, Elle a des newsletters qui sont likés 200 fois. Je n'ai jamais Sur vu combien d'abonnés, tu sais-tu? 6 000 à peu près. OK, not bad. Mais c'est surtout qu'en fait, sur Substack, si tu arrives à avoir, allez, 50 likes, tu es déjà une ponte. Mais alors elle, je n'ai jamais vu quelqu'un péter autant les scores. Mais c'est parce qu'en fait, c'est aussi générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette cliente,
On la gère, sur différents, réseaux et on l'aide, on la conseille beaucoup et à un moment sur nos conseils, on a voulu tester des nouveaux formats, des formats très courts qui fonctionnaient bien sur Instagram. Pour elle, c'était un flop total. Parce qu'en fait, ça c'est la elle est dans une génération de ses clientes qui ont entre 40 et 60 ans et donc c'est Ouais, des personnes plus qui de ne sont lecture. pas digital natives et qui aiment le format long. Donc Mmh. en fait et c'est aussi pour ça, les amis, que c'est très important de diversifier ces canaux parce qu'en fait, plus vous diversifiez, plus vous touchez de personnes. Vous êtes sur TikTok, vous touchez la Gen Z. Vous êtes sur Substack, vous êtes en newsletter, vous touchez peut-être les personnes un peu plus âgées ou les personnes qui aiment les contenus parce qu'on a de toute façon toujours des exceptions à la règle. Mais en effet, la nouvelle génération est plutôt sur le snack content, mais il y a quand même un retour, hein, très honnêtement, il y a quand même un retour, sur le format long aussi. Heu, voilà, moi, pour moi, c'est aussi une façon de multiplier les points de contact. Après, l'avenir nous le dira. Peut-être qu'effectivement, dans quelques années, avec les nouvelles générations qui vont arriver, soit on aura un retour au format long à force d'obésité, du format court, soit, en fait, on verra les formats longs s'éteindre petit à petit. Qui sait? Après, tu vois, faut jamais dire jamais parce qu'en fait, on avait prédit la mort des livres avec l'arrivée d'internet. Il y a toujours des livres. Ben oui, puis une chance, parce que tu auras toujours les gens qui disent: «Oui, mais moi je préfère le papier», justement dans cette gang-là. Non, mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ce que tu as mentionné, c'est que les différents canaux aussi, tout dépendant de l'entreprise, vont répondre justement à différents types d'audience. Puis, pour beaucoup de personnes, on fait du contenu, mais pas nécessairement pour un démographique spécifique quand on y pense. Mmh. Souvent, on va utiliser notre propre histoire, notre propre expérience, puis ça va appeal à un certain démographique. Mais si tu veux cibler des gens par comportement, ces gens-là peuvent bien avoir 50 comme ils peuvent en avoir 20, tu sais? Ouais. Moi, je généralement, quand on accompagne nos clients sur des stratégies de communication, on s'intéresse plus aux besoins et aux problématiques, aux points de douleur de leurs clients, plutôt que à leur âge, leur situation maritale, et cetera. Ça, on s'en fiche un peu. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que nous, à l'agence, on aide à la fois des solopreneurs comme des groupes cotés en bourse, au CAC 40 en France. Et en fait, qu'est-ce qui les rejoint les 2? C'est un besoin en communication. En Mmh. fait. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Donc effectivement, dans ces cas-là, quand vous avez une cible qui peut être un peu, vous avez pas une cible très spécifique, par exemple les entrepreneurs à impact, qui ont, 30 ans et qui sont des femmes, heu Ouais. et ben dans ces cas-là, en fait, vous pouvez avoir plusieurs points de contact parce que, bah, vous pouvez avoir, il y a des gens qui consomment aussi de différentes manières et surtout les gens vont vous découvrir de différentes manières. C'est ça qui est intéressant. C'est là et la diversification des contenus est intéressante dans le sens où, c'est David Ogilvy qui disait qu'il fallait avoir 7 points de contact avec sa cible avant qu'elle ne s'engage ou qu'elle ne signe. Oui, Je mais pense que c'est plus élevé maintenant, je pense dans le sens où parce que la cour de Ogilvy, me semble, ça fait quand même un moment qu'elle existe, puis je la connais aussi, mais je pense avec justement cette tu as mentionné l'obésité du snack content, je pense qu'éventuellement, ça l'a énormément augmenté, fait que ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de répétitions aussi qu'il faut qu'on fasse, là. donc je le pense aussi, mais en plus, ces 7 points de contact, ils doivent pas nécessairement être toujours sur la même plateforme. Parce qu'en fait, Effectivement. on est tous, en fait, on est tous consommateurs de plusieurs contenus. Moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est des personnes qui me disent: «Oui, mais moi, ma cible, elle est pas sur Instagram et cetera». Je fais: «Mais tout le monde est sur tous les réseaux aujourd'hui». C'est-à-dire qu'en fait, juste, on en a pas la même consommation. Je vais pas avoir le même comportement de consommation quand je vais être sur LinkedIn où je vais plutôt peut-être chercher à plus, m'informer ou me former. Là où sur Instagram, je vais plutôt chercher à me divertir. Mmh. Fair enough, effectivement. Comment est-ce que tu vois l'évolution des techniques de vente? Parce que, tu sais, surtout quand on pense au Substack, à la newsletter comme un média. Tu l'as mentionné tantôt, ça fait partie de la chaîne, ça fait partie de comment, la bonne balance, souvent on entend 80 de contenu gratuit versus, ben, pas contenu gratuit, mais de valeur versus Mmh. de vente, tu sais, ce genre de truc-là. Mais comment est-ce que ça a évolué aussi les façons de rentabiliser la newsletter? Parce que si tu y vas dans une approche de c'est un magazine. Les magazines, eux autres, ils font aussi beaucoup, tu sais, les vrais papiers, là, ils vont faire du sponsorship. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois potentiellement de plus en plus? Les fameuses newsletters payantes, on a passé en surface tantôt. C'est des concepts que moi, quand j'ai commencé la newsletter payante, c'était
pas vraiment connu. Mmh. C'est arrivé dans les 4-5 dernières années, je te dirais, où le concept est devenu de plus en plus populaire, où là, tu payais un certain montant par mois, tu étais sûr d'avoir une infolette pactée de valeur, mais il y a d'autres différents modèles, comme je te dis, où il va y avoir du placement publicitaire et pour d'autres personnes, c'est vraiment la vente interne. Comment est-ce que ces stratégies-là ont évolué avec les années, puis vers où est-ce que ça s'en va selon toi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je réfléchis en même temps que je te parle. Comment ça pourrait évoluer? Très honnêtement, je pense qu'en fait, on va aussi avoir, moi, je pense très honnêtement que le syndrome de l'obésité veut pas trop tarder non plus parce que c'est vrai que, on est quand même, assailli d'informations, hein. Donc en fait, peut-être que le format long n'aura justement pas dit ces derniers mots parce que les gens vont peut-être avoir ce besoin de cette soupape de respiration et pas de scroll à l'infini. Donc ça pour moi, il y a ce côté-là. Donc effectivement, ça viendra au fait qu'il y aura une monétisation de ces contenus-là qui vont peut-être arriver. Donc effectivement par la publicité, ça moi je le vois beaucoup et je pense que c'est un format, qui va, plutôt, bien fonctionner. Via les communautés privées, qui est un outil qui est aussi une nouvelle manière de consommer la chose. Mais pour le coup, non, moi pour les techniques de vente là-dessus, je pense honnêtement qu'on va toujours continuer sur les 3, hein. Encore une fois, on n'achète pas tous de la même manière. Là où il y a des personnes qui vont, trouver que c'est un achat, complètement, stupide, que de payer quelqu'un, pour avoir des conseils, d'autres vont dire: «C'est indispensable». Là où d'autres vont être, excédés par la publicité dans une newsletter, d'autres vont se dire: «Fair enough». Ça il faut bien aussi que cette personne, mange son pain et cetera, tu vois? Et là où d'autres vont trouver ça, pesant d'avoir quelqu'un qui fait sa propre publicité dans sa newsletter. D'autres vont se dire: «Ah mais c'est vrai que j'aurais besoin de lui. Je vais, le contacter grâce à sa newsletter». En fait, on n'achète pas tous de la même manière. Il y a un truc qui est important à noter et que je trouve qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que le marketing, la vente, ça reste de l'humain à l'humain. Et Cent. il y a rien de plus complexe qu'un esprit humain. Hem, donc en fait, on a tous nos subtilités, on a tous nos manières d'acheter. Donc en fait, pour moi, ce sera toujours encore une fois dans la diversification qu'on va trouver tout ça et puis en plus, ne pas oublier que ce qui fonctionne aujourd'hui ne peut ne plus fonctionner demain et peut refonctionner encore après. Oui. Ben, je trouve ça intéressant l'ajout que tu as fait parce que les cycles changent tellement. J'avais une conversation avec, un collègue en DM dans les derniers jours où on parlait spécifiquement de tunnel de vente. On parlait de justement qu'est-ce qui a déjà fonctionné. Puis j'ai posé exactement la même question que je te pose par rapport aux infolettes. J'ai dit: «Qu'est-ce qui a changé par rapport au tunnel de vente avant?» Est-ce que vraiment tu sais, on entend les webinaires sont morts, puis après ça, ils reviennent 4 ans plus tard. Puis genre, tu sais, là, c'est les VSL, puis nanana, mais les VSL, moi, quand j'ai commencé en 2012, c'était genre all the rage, là, avec l'espèce de faux il avait la fausse petite main qui dessinait sur un tableau blanc, là, tu sais, c'était laid, là. Mais bref, dans tous les cas, c'est des choses, c'est comme la mode, tu sais, dans le sens où il y a des cycles, puis éventuellement, là, on est comme: «Ah, on s'habille tout en Y2K». Je fais comme: «Mais voyons non, c'est comme ça que j'étais quand j'étais jeune», tu sais? Ça Oui, a pas de temps. mais là, il y a les années 2010 qui reviennent en plus, hein. Les années 2010, peux-tu croire? Je te jure. Peux-tu croire? Ça fait pas longtemps, là, tu Il sais? y a genre, il y avait des filles à Coachella qui avaient des couronnes de fleurs comme nous on mettait en 2012. Écoute, c'est sûr que ça te rajeunit pas, là, tu sais, quand tu vois ça, que tu as vécu déjà 2-3 cycles. Ouais, quand tu as un bis repetita mais que tu as pas le même âge, tu te dis: C'est fâcheur, là, tu sais, surtout des fois, tu encore les vieux morceaux qui datent de v'là ça, tu es comme: «Voyons!» Mais bref, dans tous les cas, il y a des choses justement, des cycles comme ça qui fait en sorte que, ben, écoute, les choses reviennent. Faire il y a comme une espèce de moi, j'ai une réticence à mettre de côté n'importe quelle stratégie en général, puis les mettre dans le cercueil de «Cette stratégie-là est mort». J'ai l'impression des fois, il faut que tu attendes un petit peu, faut t'attendre peut-être une couple d'années, faut que «Ouais, tu l'utilises, faut que tu utilises ton copywriting différemment. Ben, c'est vrai que les consommateurs sont devenus de plus en plus aware de comment des stratégies de vente, de qu'est-ce qui tu sais, je sais pas, des différentes façons qu'on a de faire le marketing, mais ça veut pas dire que leurs besoins existent plus, tu sais? clairement». Puis tu sais, c'est comme la même question, est-ce que les formations en ligne sont mortes? Je sais pas, mais regarde, peut-être que le format préenregistré a fait un temps, mais reste que les nouveaux entrepreneurs qui se lancent ont les mêmes besoins que les nouveaux entrepreneurs il y a 20 ans, tu sais? Fait que la newsletter, au final, la longueur, qu'est-ce que tu mets dedans? Comme est-ce que tu utilises des placements publicitaires ou est-ce que au final, c'est juste comme un peu comme le format, mais les choses restent. Est-ce que
C'est quoi qui a le changé le plus, selon toi, dans l'univers des newsletters depuis que toi, tu as commencé? C'est qu'il y en a de plus en plus, surtout ça. Surtout la compétition. Ouais, bah, après c'est pas, dérangeant, mais c'est qu'il y en a de plus en plus, en fait, parce que les gens ont compris aussi son impact, là-dessus et de toute façon, on est tous des victimes de la mode, hein, qu'elle soit Wayfair ou, qu'elle soit, qu'elle soit de la newsletter. Mais en fait, par rapport à quand moi je l'ai lancé, hem, je trouve que ce qui a changé, c'est aussi la compréhension du format. Parce qu'en fait, le fait qu'il y en a de plus en plus qui se lancent, fait que les gens ont essayé de craquer, comment ça peut fonctionner. Un bon objet, un une newsletter qui a de la valeur, voilà, j'ouvre une newsletter, j'ai l'impression je clique et en fait, j'ai l'impression que le c'est court comme ça, c'est déceptif. Alors pour certains, pour d'autres, hyper long, on va faire: «La flemme». En fait, c'est et pour moi, c'est tout en fait, ce qui a changé, c'est vraiment la compréhension qu'on a de ce format. J'ai l'impression qu'en fait, le format a été re-respecté à nouveau parce qu'en fait, on a des newsletters avec vraiment beaucoup de valeur et des soins à apporter, à l'objet, à la rédaction et cetera. Donc pour moi, en fait, il y a eu ce qui a changé, c'est surtout que la newsletter est redevenue un peu plus populaire, ce qui fait qu'il y a une meilleure utilisation aujourd'hui. Puis tu sais, genre, surtout quand il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, ça paraît ceux qui sont pas nécessairement excellents finalement, et ça va se weed out un peu parce que les gens vont arrêter les lire, ils vont se désabonner, tu sais. Puis, dans les derniers, en fait, depuis février, j'ai re-switché finalement à un format long. Avant ça, comme je te disais, c'était plus des résumés, des épisodes de podcast pendant longtemps parce que c'était facile pour moi, parce que ça aidait aussi à la production, parce que mine de rien, ça reste un autre contenu à créer aussi, donc j'ai choisi mes batailles à ce moment-là. Puis j'ai des gens qui m'écrivent, puis juste encore là, il y a quelques jours, tu sais, une personne qui m'écrit puis elle dit: «C'est vraiment spécial parce que dans les dernières années, il y a tellement de nouveaux créateurs, il y a tellement de nouveaux gourous, d'experts qui vont tous te dire la façon de faire les choses, c'est ça». Heu, Puis vu qu'il y a autant de contenu, tous ces créateurs-là, éventuellement, créent énormément de bruit dans la tête. Puis quand tu fais un contenu long qui m'explique ton expérience unique, qui me dit pas quoi faire, mais qui m'explique ton expérience, pour moi, ça enlève beaucoup de pression sur qu'est-ce que qu'est-ce tu sais, sur moi, finalement, en tant Mmh. que lecteur, qu'est-ce que je dois faire? OK, tu sais, l'espèce de fear of missing out, je fais pas cette stratégie-là, je devrais pas. Je pense qu'il y a les gens recherchent aussi, mine de rien, puis ça va être bon pour toi puis moi qui aimes ça écrire, cette espèce d'aspect-là de douceur aussi parce qu'on se fait tellement agressivement pitcher du contenu, pas Évidemment. nécessairement de vente, mais Mais comme celui avec, ses 8 000 prospects, tu vois? Enfin, c'est quoi l'escalade d'après, tu vois? Ça enfin, c'est en fait, c'est ça aussi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup alors ça, c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent, mais combien resteront? mmh, Se lancer, c'est facile, hein. Ce qui est difficile, tout c'est de continuer. Donc évidemment aussi, n'oublions pas encore une fois que, personnellement, je suis peut-être un petit peu guimauve, un petit peu cheesy en disant ça. Mais je suis assez persuadée qu'en fait, l'authenticité gagnera toujours et surtout les visions long terme. Heu, Te promettre par exemple, moi, dans le contenu organique, on est incapable de te dire: «Oui, ton post, il va faire 10 000, 20 000, 30 000 vues», je te l'assure. Il y a des gens qui utilisent ça pour vendre, c'est un raccourci. C'est du court terme, hein, donc ils vendent à court terme. Parce qu'en fait, c'est ce que cherchent les gens sur l'organique, c'est me ouais. dire: «Tu vas m'assurer que tous les posts que tu vas publier pour moi vont faire minimum 10 000 vues». Donc il va vendre beaucoup plus vite, mais à quel prix? Oui, À mais c'est ça. Mais après ça, l'expérience client est ordinaire quand il atteint pas ses résultats, mais bon. Voilà et donc en fait, tu vois, c'est ça aussi, c'est que, toutes ces belles promesses ne vont durer qu'un temps, en fait. Parce que pour le coup, au bout d'un moment, les gens vont comprendre. Les gens vont ouais, c'est aussi ça, c'est qu'il faut savoir être patient, de temps en temps et en fait, moi je fais un mais je suis quelqu'un d'extrêmement impatient dans la vie de tous les jours. J'habite à Paris, quand le métro met 4 minutes, je souffle. Voilà, on en est à ce point-là, hein. Ah! Les Parisiens, je vous aime full. 1 minute ou rien, hein. Et alors quand il fait 7 minutes, vraiment, je me mets à pleurer. Mais je une réaction normale. Mais et donc en fait, tu vois, je suis quelqu'un d'extrême mais mon métier m'apprend la patience parce Ouais. qu'en fait, la communication organique, on doit apprendre la patience parce qu'on a parfois des clients qui vont nous dire, en fait: «Bah, moi, si vous êtes pas prêt à me promettre quelque chose, je signe pas avec vous». Ils vont partir avec quelqu'un d'autre ou ils vont partir tout seuls. Ils vont se prendre les pieds dans le tapis et ils vont revenir. Et là, ils signent directement. Et en Mmh. fait, ça en fait partie de tout ça, c'est tout ce en fait, pour moi, toutes ces promesses-là ne vont durer qu'un temps.
Parce que oui, il y a de plus en plus de créateurs, mais combien resteront? Parce qu'en fait, combien prennent des raccourcis aujourd'hui? Avec cette escalade de, heu L'IA aussi. avec cette voilà, il y a l'IA et puis même cette avec cette et puis après même par exemple, bah, j'en discutais avec un client tout à l'heure au téléphone. Un bon outil mis entre de mauvaises mains ne fera pas un bon résultat. Moi, tu me donnes un marteau et un burin demain, je suis pas capable de te faire la Pietà de Michel-Ange. Alors il a utilisé ça aussi, tu vois? Mmh. C'est ça qui est important en fait à noter en fait, c'est que, les outils sont des outils. Il y a le savoir-faire derrière et donc en fait, pour les, pour ce qui est de cette concurrence et de ces créateurs, wait and see. On verra. Parce que combien resteront là-dessus? Parce que vraiment pour le coup, c'est important en fait de aussi de se rendre compte que, les promesses trop belles ne dure qu'un temps et donc en fait, au bout d'un moment, bah, les gens moi j'en ai eu beaucoup, hein, des clients qui m'ont dit, j'ai commencé avec un premier prestataire qui m'a fait beaucoup de promesses, ce que j'ai quand ils vont me poser la question, ils vont me dire: «Est-ce que tu peux me garantir quelque chose?» Je fais: «Non, je peux rien vous garantir. Je peux vous garantir une pro je vais vous faire des promesses de moyens, mais pas de résultats. On fera tout pour que ça Ah fonctionne, oui. mais je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera forcément à tous les coups, parce que Mais je ne suis pas sais-tu Madame Miracle». non, effectivement, puis je trouve qu'en tant que consommateur, c'est un on a dit tantôt que les consommateurs étaient plus éduqués sur les stratégies marketing, mais ça, pour moi, c'est un manque d'éducation sur ça, je sais pas exactement ça sur quoi, mais je veux dire, c'est un manque de maturité aussi, dans le sens où comme, si tu veux te faire promettre des résultats, c'est que tu as pas encore compris que quand tu vois une promesse de résultat, c'est un red flag. Mais tu sais, Geneviève, moi, je fais toujours la comparaison avec ça, c'est qu'en fait, c'est simplement humain. Les gens qui utilisent ces promesses-là le font pour signer le plus rapidement possible, Ouais, quitte à se tirer une balle dans le pied et les consommateurs achètent parce que c'est trop beau. Sinon, pourquoi il y aurait encore des pilules miracles pour la minceur? c'est vrai. Alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Mmh. Non, c'est sûr. Écoute, tu as parlé de patience, puis s'il y a bien quelque chose qui prend du temps à faire, c'est bâtir sa liste. Puis je voulais toucher rapidement, en terminant, sur toute l'histoire de list building, mais spécifiquement du freebie. Est-ce que le bon vieux freebie à télécharger fonctionne encore pour bâtir sa liste ou est-ce qu'il est temps de trouver d'autres choses? On a parlé de Substack tantôt. Les gens s'inscrivent, puis il n'y a pas nécessairement de freebie. Ils s'inscrivent parce qu'ils veulent le contenu. Est-ce que ce retour-là au contenu va nous permettre de moins utiliser des petits cadeaux puis des petites carottes ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est absolument essentiel? C'est une bonne question, en fait, parce que, en fait, généralement, avoir des inscriptions à sa newsletter et on a 2 choix. Si on part vraiment de zéro, le freebie est indispensable parce qu'effectivement, bah, si vous êtes personne, par exemple, vous avez pas grand monde sur LinkedIn ou sur Instagram et cetera, bah, en fait, si vous faites un peu déjà que, moi, par exemple, je suis suivie par plus de 240 000 personnes, ma newsletter, elle est à peine à 10 000, hein. Donc tu vois, le taux de conversion est quand même très difficile, hein, après c'est vrai que sur TikTok et tout, je la promeux pas. Peut-être une erreur d'ailleurs. Bref, voilà, moi aussi je fais mes erreurs. Mais du coup, pour le coup, c'est ce qui est important à noter, c'est que, s'inscrire par le contenu va être, important si enfin va être intelligent si jamais vous avez déjà une audience quelque part. Donc soit une audience en fait qui va, venir de LinkedIn, d'Instagram parce que vous avez bâti votre personal branding ou votre branding et cetera. 2e chose, le freebie va être indispensable effectivement si vous partez de zéro, parce que du coup, il va falloir en fait, montrer patte blanche. Montrer qu'en Mmh. fait, vous faites quelque chose, d'intéressant et en fait, de 3e chose qu'on peut mettre en place aussi, c'est une stratégie, de ads. Ça, c'est hyper important aussi, tout ce qui est Vers social une newsletter? ouais. Tout ce qui est social ads, tu peux promouvoir ta newsletter dans tes social ads exprès, en fait, en disant, voilà, si vous inscrivez à la newsletter, vous allez recevoir, X conseils gratuits par semaine, et cetera. Ça peut être aussi un bon coup d'accélérateur dans ces cas-là. 3e et 4e option, vous avez forcément un carnet d'adresses, à moins que vous recommenciez complètement de zéro. Si en fait vous avez déjà votre entreprise et cetera, votre carnet d'adresses, vos clients peuvent être vos ambassadeurs et vos lecteurs, hein, pour le coup. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à vos clients en leur disant: «Est-ce que vous souhaitez que je vous inscrive à ma newsletter?» Évitez de le faire à la sauvage. Ça, je vois trop d'entreprises le faire qui, comme vous êtes dans leur fichier client, ils vous inscrivent directement à la Ah, newsletter j'haïs ça. sans vous demander. Ah, Ouais. j'haïs ça. Non, Ah je non, comprends que légalement, c'est correct, là, dans le sens où, tu sais, oui, vous avez une collaboration et donc c'est pas du spam ou nanana, mais j'haïs tellement ça, moi faire une aussi. collaboration avec quelqu'un, puis là, à un moment donné, tu commences à recevoir son infolette, je suis comme: «Hey, excuse, on n'a pas j'ai pas donné ce consentement-là extra parce que c'est de la place, c'est de l'espace mental aussi, là».
Fait Mmh. comme, ça veut pas dire que c'est pas bon. Peut-être que c'est bon puis je vais rester, mais je me suis pas fait donner le choix puis ça m'agresse Bah, énormément. je suis pareil que toi, moi je me désinscris automatiquement. Oui, c'est poche pour la relation qui est souvent neuve, tu sais, mais Ouais. bon. Excuse-moi. Écoute, je c'est, je suis j ça m'intéresse parce que personnellement, comme je te l'ai dit, on en a parlé tout le long de l'épisode, l'infolette proche de mon cœur, puis de transformer aussi l'infolette comme, tu sais, newsletter as a product, je trouve ça super cool parce qu'au lieu de finalement avoir le fameux freebie de là, il faut que tu penses à quelque chose, il faut que tu penses à même si c'est une séquence d'emails, il faut que tu penses à une spreadsheet, un template Notion, ou tu sais, you name it, mais de montrer que le contenu que tu envoies puis la valeur est tellement appréciée que tu peux même mettre des témoignages. Tout à fait. Tu sais, tu crées cette espèce de regarde, ce contenu-là est complètement exclusif si tu ne veux pas le montrer publiquement, par exemple, comme sur Substack, mais il y a d'autres personnes qui l'aiment puis qui existent. Fait que je pense que ça donne envie finalement de faire partie ou de recevoir ça parce que tu veux avoir les mêmes bénéfices que les autres personnes sans que tu aies quelque chose de nouveau à créer. C'est juste l le newsletter et le freebie, tu sais. Oui, Fait-tu tout du à fait. sens? Tout à fait. As-tu déjà vu ça comme stratégie? Oui, complètement. Moi, c'est ce que j'ai utilisé personnellement, donc et c'est ce que je disais aussi sur les ads, hein. Sur les ads, tu peux aussi, en fait, soit tu l'utilises ta newsletter as a product justement, en fait, où tu vas utiliser ta newsletter en disant: «Bon, bah, voilà, ma newsletter, c'est X conseils gratuits, c'est X lecteurs» et cetera. Ou alors si tu pars de zéro, effectivement, tu dis: «Bon, bah, imaginons pour quelqu'un qui est dans la finance, X conseils pour mieux gérer son argent chaque semaine». Quand même une promesse assez forte, hein, donc c'est le copywriting aussi qui va jouer dans tous les cas. Mais effectivement, la newsletter peut être un produit dans ces cas-là, mais ça va plutôt être sur une stratégie de ads ou via une stratégie, de personal branding ou de branding, en fait, sur les médias sociaux qui va permettre, en fait, d'aller driver d'aller chercher de la transformation. En fait, moi, par exemple, ma newsletter sort le jeudi. Tous les mercredis, sans exception, sur LinkedIn, mon post parle de ma newsletter du lendemain. Donc j'utilise le principe de la bande annonce en disant de quoi on Spoil! Ah non, OK, tu teases. Oui. ouais, ouais, je fais un teaser, dans lequel, en fait, je ramène vers la newsletter derrière, en fait. Smart, smart. Should do more. Mais je trouve ça cool aussi parce que mine de rien, tu sais, si tu es capable tu sais, versus une newsletter payante où là, les gens vont potentiellement s'attendre à que ça soit juste du contenu gratuit, puis de la valeur, puis l'éducation tout le temps. Si tu fais ça, newsletter as a product, puis de temps en temps, tu as des spots de sponsoring ou tu fais de la promo pour certaines affaires, parce que des fois, ça va aussi être de la promo hors saison, entre guillemets, là, tu sais, moi, c'est le mardi, mais si je fais une affaire le jeudi, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose, il y a un événement, il y a quelque chose à pitcher, tu sais. Mais si c'est gratuit, tu sais, je veux dire, au pire, les gens sont moins picky s'ils n'ont pas à payer, puis toi, tu peux potentiellement faire des revenus intéressants avec ces autres stratégies-là. Écoute, et je pense qu'on pourrait parler de newsletter. J'avais des questions sur le click rate, le open rate, c'est ça encore bon? Je veux dire, tous ces petits détails-là, parce que même si la stratégie elle-même est simple, je veux dire, t'écris un email, t'envoies un email, ça, c'est à peu près ça. Il faut que tu ailles chercher les gens, il faut que tu leur montres c'est quoi la valeur pour de s'inscrire à ça. Overall, il y a plein de petits sous-trucs pour optimiser, qu'on a parlé de copywriting. Le copywriting, c'est un univers au grand complet. Savoir écrire, c'est pas juste ne pas faire de fautes, c'est faire des phrases avec de l'impact, c'est aussi avoir un bon vocabulaire, c'est aussi simple que ça. C'est du fine tuning, mais j'ai pas le temps d'aller parler de tout ça malheureusement. Donc écoute, je vais inviter les gens finalement déjà à aller plus loin avec ton livre déjà, Le pouvoir des newsletters, des newsletters, je l'ai dit comme il faut. Le pouvoir des newsletters effectivement, mais sinon où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet pour aller plus deep dans ton expertise? Où est-ce qu'on peut pas me trouver? C'est surtout ça mon problème. Effectivement. Non, mais pas toutes les œufs dans le même panier. Bien sûr, non, non. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur LinkedIn, sur ma newsletter, donc sur Substack et sur mon site juliettecadeau.com. Rien de moins. Elle est partout, mesdames et messieurs. Puis si, tu veux acheter son livre aussi, il va être dans les show notes, de l'épisode que tu vas pouvoir retrouver directement sur Spotify ou sur Apple Podcasts dans l'application. Il va y avoir tous les liens qu'on a mentionnés qui sont là. Évidemment, si tu as aimé l'entrevue, aujourd'hui, toi qui écoutes, ben, partage ça dans tes stories sur Instagram. En fait, partage ça parce que ça te tente justement parce que Juliette est partout, que ça soit sur LinkedIn, puis tu peux nous taguer sur Instagram. Moi, c'est barre Geneviève Gauvin et le compte de Juliette, c'est juliette.cadeau. CADOT pour nous dire c'est quoi la chose que tu retiens de notre discussion. Juliette, un énorme merci d'être venue disséquer ce sujet que j'adore tellement avec moi aujourd'hui sur Effronté. Puis aussi, tu l'as mentionné, lui redonner ses lettres de noblesse, mais aussi d'actualiser cette stratégie-là
qui est vieille, mais qui fonctionne encore terriblement bien. Fait que sur ce, guys, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode d'Effrontés. Merci Juliette. Merci Geneviève. Bye bye tout le monde. Bye là.